Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Nathalie Denoblé, je suis climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et aujourd'hui, je représente un groupe régional d'expertise sur le changement climatique et la transition écologique en Île-de-France, le GREC francilien. Et notre objectif est vraiment de travailler à l'interface entre la recherche sur les sciences du climat et de la biodiversité et les élus, les services, tous ceux qui sont en pouvoir de prise de décision dans nos régions. Alors, je vais vous faire aujourd'hui un état des lieux du climat, de son évolution, et notamment en France. Et je souhaiterais commencer par un peu d'actualité. Vous avez peut-être lu les derniers rapports de Copernicus qui sont parus la semaine dernière et dans lequel il est bien fait mention que 2025 a été la troisième année la plus chaude enregistrée à l'échelle mondiale depuis 1940, comme vous le montre cette figure qui vous présente des anomalies de température, donc des différences entre la température moyenne annuelle du globe chaque année et la moyenne qu'on appelle pré-industrielle, c'est-à-dire entre les années 1850 et 1900. Et donc, elle vous présente de manière évidente l'augmentation inéluctable des températures depuis le début du XXe siècle. Et vers la fin, vous voyez que si on fait une moyenne sur les 3 dernières années, 2023-2025, eh bien, nous avons sur ces 3 années-là dépassé la limite du réchauffement des 1,5 degrés Celsius, qui était la limite que nous ne voulions pas dépasser au moment des accords de Paris. Alors en France, on est aussi dans les années les plus chaudes jamais enregistrées et l'année 2025 se situe au 4e rang des années les plus chaudes jamais enregistrées en France. Ici, vous voyez les 10 années les plus chaudes connues dans notre pays depuis 1900 et toutes ont eu lieu après 2010. Alors, une année plus chaude, ce n'est pas forcément quelque chose qui parle à chacun de nous, donc il faut rentrer un petit peu dans qu'est-ce que ça veut dire. Donc, si on regarde 2025, un jour sur deux a enregistré une température au-dessus de la normale de saison, contre un jour sur 5 en dessous de la normale de saison. Alors, ce qu'on appelle des normales saisonnières, au sens météorologique du terme, c'est une moyenne sur les 30 dernières années. Donc, on pense qu'une moyenne sur 30 ans nous donne la représentation d'une moyenne climatique, sachant que chaque année est différente de la précédente. Eh bien, 2025, par rapport à la moyenne climatique, a eu un jour sur deux avec des températures au-dessus des normales de la saison. Donc ça, c'est un signe de l'évolution rapide de notre climat. 2025 a aussi été marqué par plusieurs épisodes de températures anormalement élevées. On a eu des canicules au mois de mai, au mois de juin, au mois d'août, au mois de novembre et même des canicules en décembre. Donc ces records de chaleur ont été 10 fois plus nombreux que les records de froid. Donc ça aussi, c'est une marque du changement climatique où les records de chaud sont plus nombreux que les records de froid qui deviennent de plus en plus rares. En 2025, nous avons eu aussi des cumuls de précipitations légèrement déficitaires, mais 2024 était très excédentaire et ces contrastes très marqués d'une année sur l'autre ou d'une saison sur l'autre avec soit trop de pluie, soit pas assez de pluie, ce qu'on appelle cette variabilité climatique, est aussi un signe du changement climatique. La sécheresse des sols a concerné au moins 30% du pays entre les mois de mai et d'août 2025. Et ça, c'est 1,5 fois plus de surface que pendant les années 1960-1990. On a eu des incendies violents, un ensoleillement excédentaire. Donc, on a toute une série de faits qui sont anormaux et qui sont le signe d'un changement climatique. Et vous avez en lien les références sur Météo France qui vous rentrent dans le détail de tout ce qui a été observé en 2025. Alors, je vais passer un petit peu de temps sur cette figure. Donc ça, c'était un petit peu un préambule sur les derniers événements. En fait, ce qu'il faut rappeler un peu de manière constante, c'est que le changement climatique que nous subissons aujourd'hui est le résultat d'un cumul d'émissions de CO2 par nos activités depuis 1850. Donc, c'est ce que vous montre cette figure où sur l'axe horizontal, vous avez le cumul des émissions de CO2
qu'on appelle anthropique depuis 1850. Donc aujourd'hui, nous avons émis un peu plus de 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et sur l'axe vertical, vous avez l'anomalie de température qui résulte de ce cumul de CO2. Et donc aujourd'hui, on est à 1,2 degré de réchauffement, 1,2-1,3 degré de réchauffement mondial pour 2400 tonnes de CO2 émises. Donc comme c'est le cumul de CO2 qui compte, ça veut dire que chaque tonne de CO2 émise va contribuer à accroître le réchauffement climatique mondial et ses impacts. Donc en fait, quand on parle de neutralité carbone ou de zéro émission nette, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un choix politique, ce n'est pas un défi technologique, c'est une contrainte géophysique, la seule nécessaire pour stabiliser les changements de température à l'échelle de notre planète. C'est donc une loi naturelle non négociable. Et donc, une fois que l'on connaît cette relation entre l'augmentation du cumul de CO2 et l'augmentation de la température, cela nous permet de nous projeter dans le futur et de dire à quel moment nous allons franchir la barre des 1,5 degrés de réchauffement mondial, à quel moment nous allons franchir la base des 2 degrés de réchauffement mondial. Et c'est comme ça que les scientifiques vous disent qu'avant 2030 ou 2030 au plus tard, nous aurons franchi le réchauffement planétaire de 1,5 degré et en 2050, nous aurons franchi la barre des 2 degrés de réchauffement planétaire. Quand on pense aux COP, donc aux conférences des parties, dans lesquelles les États arrivent avec leurs intentions, avec ce qu'ils pensent être capables de faire en termes de réduction de leurs émissions mondiales, et que l'on met bout à bout sur la dernière COP l'ensemble des intentions des pays, eh bien, on arrive à un réchauffement planétaire en 2100, à l'horizon 2100, d'environ 3 degrés de réchauffement mondial. Donc ça, c'est en mettant bout à bout les intentions des pays et aussi les politiques publiques actuelles engagées dans tous les pays du monde. Et il y en a, et nous sommes bien sûr sur une bonne trajectoire, puisque nous avons évité des trajectoires encore plus réchauffantes auxquelles que nous pensions atteindre il y a une dizaine d'années à peu près. Et donc c'est sur cette base des politiques publiques actuelles engagées dans tous les pays du monde qui nous amènent sur une trajectoire de 3 degrés de réchauffement mondial à l'horizon 2100 que la France a choisi de s'adapter et donc sur lequel la France a choisi de bâtir son 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Donc, si je résume, en fait, on a 2 trajectoires. On a un objectif d'atténuation qui est celui des accords de Paris, donc la stratégie nationale bas carbone, où l'objectif est bien d'atteindre à un moment le plus rapide possible le zéro émission nette pour ne pas dépasser des 2 degrés de réchauffement mondiaux. Et puis, d'un autre côté, on a une trajectoire d'adaptation qui, elle, se doit d'être réaliste. Et le réalisme que la France a choisi d'adopter est celui des politiques publiques actuelles mondiales engagées et donc un futur à 3 degrés au niveau mondial en 2100. Ensuite, ce que nous avons fait, nous les scientifiques, en accord avec le gouvernement, et que nous avons traduit le réchauffement national français que représente ce 3 degrés de réchauffement mondial. Et donc, c'est comme ça qu'on vous parle d'une France à 4 degrés en 2100, qui est donc l'objectif du 3e plan national d'adaptation au changement climatique, parce que 3 degrés à l'échelle mondiale, c'est environ 4 degrés à l'échelle nationale. Et donc, on a des étapes où, en 2030, le monde va franchir la barre des 1,5 degrés de réchauffement mondial, qui correspond à peu près à 2 degrés mondiaux qui correspond à peu près à 2,7 degrés nationaux. Et en 2100, si nous atteignons ces 3 degrés de réchauffement, la France sera à 4 degrés. Et donc, c'est pour ça que tous les objectifs d'adaptation au changement climatique nationaux cherchent à objectiver cette réalité en vous demandant de réfléchir à une France à 4 degrés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne s'adapte pas sans casse à des niveaux de réchauffement élevés.
Comme le dit notre collègue Christophe Cassou, qui est climatologue et qui est membre du conseil scientifique du GREC francilien, il dit que cette trajectoire ne doit pas être celle que l'on doit suivre, une France à 4 degrés, mais celle qu'il faudrait éviter. Puisque s'adapter, plus le climat se réchauffe et plus les risques et les dommages sont élevés, et donc plus le coût de ces dommages aussi est élevé. Donc en fait, tous les territoires doivent s'attacher à deux actions conjointes. L'une qui est l'atténuation. On tente à dire que quand on travaille sur l'atténuation et donc sur les causes du changement climatique, eh bien on essaye d'éviter l'ingérable. Donc l'objectif, c'est bien de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, puisque ce sont elles qui conduisent à l'augmentation de la température, au changement climatique sur notre territoire et donc à l'évolution aussi des événements extrêmes et des aléas. Et puis l'autre jambe sur laquelle il faut se tenir droit, c'est l'adaptation du changement climatique, c'est-à-dire faire face aux impacts du changement climatique. Et là, c'est la gestion de l'inévitable, puisque nous allons le voir tout à l'heure, nos territoires sont déjà soumis à un certain nombre d'aléas et à un certain nombre de dommages qui sont bien liés au réchauffement actuel. Donc le succès de l'adaptation au changement climatique, il dépend de la réussite de l'atténuation. Alors, je vais vous parler un peu d'atténuation, là, maintenant, en disant finalement, la France, mon territoire, quel rôle avons-nous à jouer dans l'adaptation, dans l'atténuation au changement climatique? Parce qu'on entend souvent dire: «Oui, mais la France, c'est moins de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc finalement, on ne pèse pas lourd». Et donc, pourquoi devons-nous faire cet effort? Alors, je pense qu'il faut rappeler ici la responsabilité historique que nous portons. Je vous ai parlé du changement climatique comme le résultat d'un cumul d'émissions depuis 1850. Et depuis 1850, eh bien, nous sommes le 8e émetteur mondial cumulé de gaz à effet de serre. Donc, nous sommes au rang numéro 8 de notre responsabilité sur le changement climatique que nous subissons aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important en termes de responsabilité. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne pèse plus très lourd dans le bilan mondial, donc on peut ne pas avoir de responsabilité sur ce qui va advenir dans le futur, mais nous avons une responsabilité non négligeable sur ce qui est aujourd'hui. Et puis, le deuxième point à regarder est l'empreinte carbone d'un Français moyen et par rapport à l'empreinte carbone moyenne du monde et par rapport à celle que nous devrions atteindre si nous voulons atteindre le zéro émission net. Eh bien, actuellement, un Français a une empreinte carbone environ 9,4 tonnes de CO2 équivalent émis par an. La moyenne mondiale est à 5,5 tonnes de CO2 équivalent émis par an pour un individu moyen à l'échelle mondiale. Donc vous voyez qu'on pèse plus lourd que la moyenne mondiale et il faudrait arriver à 2 tonnes de CO2 équivalent par an. Donc si tout le monde se comportait comme un Français, à ce moment-là, les émissions mondiales seraient dramatiquement plus élevées. Donc je pense que là aussi, c'est une responsabilité que nous avons, chacun de nous, les décideurs comme les citoyens, de réduire notre empreinte carbone. Et pourquoi aussi s'intéresser à l'atténuation? Eh bien parce que atténuer, donc limiter nos émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi prélever la qualité de notre air et la santé de nos habitants. Donc, sur cette figure que vous trouverez sur le site Bon Pote, je vous ai mis toutes les références en bas et qui a été produite par notre collègue Kevin Jean, qui est épidémiologue et membre du conseil scientifique du GREC. Eh bien, les liens entre santé et climat sont évidents. Donc, il y a tous les risques liés à la prévention des canicules, hein, puisque ça entraîne des souffrances thermiques et même une mortalité. Hein. En 2022, 7000 décès en France ont été attribués aux excès de chaleur. Plus il fait chaud, plus la qualité de notre air se dégrade. Et donc, on a aussi énormément de décès liés à la qualité de l'air. Le réchauffement climatique entraîne une propagation et favorise la propagation des maladies infectieuses. Donc, vous avez toute une série, je ne vais pas rentrer en détail dans tous les liens entre santé et climat, mais vous avez beaucoup de raisons de vous préoccuper de la santé de vos habitants et donc du coût finalement qui pèse sur la sécurité sociale. Et donc, limiter nos émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi finalement jouer activement sur ce coût de la sécurité sociale. Alors, des questions qui se posent sont:
l'année 2025 est-elle un précurseur du futur? Ce que vous voyez sur la partie gauche de cette figure, je ne sais pas si vous voyez mon prompteur ici, sur la partie gauche de cette figure, vous voyez l'évolution des températures que nous avons connues entre 1950 et 2025, avec 2025 qui est la 4e année la plus chaude que nous ayons connue. Et si je prolonge 2025, vous avez à droite les projections pour la France, sur une France à 2,7 degrés au milieu à droite et une France à 4 degrés, donc à l'horizon 2100, à l'extrême droite de la figure. Et donc vous voyez la ligne jaune qui vous prolonge l'année 2025. Et ce que l'on voit, donc les flèches verticales vous donnent ce qu'on appelle la distribution des années météorologiques autour d'une France à 2,7 degrés ou à 4 degrés. Et ce que vous voyez, c'est qu'à l'horizon 2050, 2025 sera un été normal. Aujourd'hui, ça reste un été caniculaire. En 2050, 2025 sera un été tout à fait normal. Et en 2100, 2025 sera un été froid. Aujourd'hui, 2025 et l'été est un été, enfin, les étés les plus froids que nous avons connus sur ces 20 dernières années sont les plus chauds que moi j'ai connus pendant mon enfance. Donc nous avons vraiment des choses qui sont importantes à prendre en compte. Alors, à quoi dois-je m'adapter? Nous avons plein d'indicateurs de changement climatique ici qui vous montrent tout ce qui s'est passé entre 2016 et 2025 par rapport à la période 1961-1990. Donc nous avons une augmentation de plus de 2 degrés sur ces 10 dernières années par rapport à la période 1961-1990, une multiplication par 7 des vagues de chaleur, une diminution des vagues de froid, une augmentation des pluies extrêmes, notamment en Méditerranée, mais également dans nos régions, qui entraînent bien sûr des inondations et des risques d'inondations qui s'accroissent. On a une augmentation de la superficie du territoire national en conditions de sécheresse, et ces alternances d'inondations-sécheresse sont propices au phénomène de retrait-gonflement d'argile. On a aussi une augmentation des risques de feux de forêt, et même en région francilienne, ce risque-là continue d'augmenter. Donc ça, tous ces risques-là, qui sont des risques mesurés depuis le milieu du XXe siècle, sont des risques qui vont continuer d'augmenter avec le réchauffement climatique. Et puis les assureurs, qui commencent à mesurer vraiment le coût des dommages, constatent un coût des dommages qui ne cesse d'augmenter à l'échelle nationale. Donc vous avez ici le coût des dommages enregistrés depuis 1980, avec les barres horizontales en tire-tête rouge qui vous montrent l'augmentation pratiquement tous les 10 ans des dommages sur lesquels investissent les assureurs. Et vous voyez que sur ces dernières années, on est à plus de 5 milliards de dommages assurés, alors dans les années 80, on était autour de 1,5 milliard de dollars assurés, d'euros assurés. Et là, vous avez simplement l'évolution depuis 1990 des dommages remboursés pour cause de sécheresse. Donc là, vous avez une augmentation phénoménale entre 380 millions d'euros dans les années 90 et plus de 13 millions d'euros récemment en 2024. Donc ça aussi, ce sont des choses qui inquiètent et qu'on est capable d'attribuer au changement climatique. Donc à quoi devons-nous nous adapter? À quoi vos territoires doivent s'adapter? Eh bien finalement, à une sécheresse géotechnique qui augmente. En 2050, on prévoit 160% d'augmentation de cette sécheresse-là, une augmentation des inondations. On n'est pas concerné par les submersions marines, mais submersions marines sur une grande partie du territoire français. Et dessous, vous avez l'augmentation des risques si vous tenez en compte les enjeux qui sont assurés. Et là, vous voyez par exemple que pour les inondations, si à l'échelle du territoire, on a une augmentation de 6% des inondations, l'augmentation des risques, parce qu'il y a des enjeux qui sont assurés derrière, est de 27%. Donc vous voyez que là, on a vraiment besoin de considérer tous ces phénomènes. Alors, pour terminer, finalement, quelles implications
cette augmentation de ces risques climatiques a-t-elle pour vos mandats et quelles actions vous pourriez envisager? Alors, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut agir dès maintenant parce que le changement climatique, il est déjà là. Les budgets communaux, ils sont de plus en plus et seront de plus en plus sollicités par des sinistres récurrents. La santé de vos concitoyens a plus de risques de se dégrader. Donc, en fait, il y a des priorisations, donc l'adaptation du bâti et des espaces publics face au risque de gonflement et retrait des argiles, face aux îlots de chaleur, face aux inondations, notamment par ruissellement, qui est un phénomène d'inondation relativement nouveau sur nos territoires. Donc, ce sont 3 risques sur lesquels, il me semble, vous pouvez agir à votre échelle, par une désimperméabilisation, par une végétalisation, par une isolation. Il faut intégrer les risques dans tous les plans locaux d'urbanisme et dans tous les documents d'urbanisme. La Cour des comptes a alerté récemment, 6 000 logements sont construits en zone inondable, ont été construits en zone inondable entre 2000 et 2018 à Paris, ce qui est absolument inacceptable. Les PLU et les PLUI sont le premier outil préventif pour les élus locaux, dont vous devez vous emparer. Il faut se coordonner, bien sûr, à l'échelle à l'échelle des bassins versants, parce que, par exemple, la Seine, les nappes, les vagues de chaleur appellent une coordination intercommunale et régionale systématique. Et puis, je voudrais aussi rappeler quelques messages du Haut Conseil pour le climat, qui, dans son dernier rapport, qui souligne que le réflexe d'adaptation doit être intégré à tous les investissements prévus. Cela pour éviter de financer des structures ou des services inadaptés face aux effets du changement climatique, pour réduire les coûts lors des rénovations de bâtiments publics en associant dès le départ des mesures de confort d'été à des mesures d'économie d'énergie. Il faut développer, et les scientifiques peuvent vous y aider, des tableaux de bord de l'évolution des risques climatiques dans le temps et des résultats d'action en termes de réduction de l'exposition et de la vulnérabilité au changement climatique. Et enfin, la résilience au changement climatique et la neutralité carbone devraient toutes les deux être inscrites dans toute politique sectorielle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette première intervention très complète. Sans plus tarder, donc je vais laisser la parole à Sandra Garrigou pour qu'elle puisse intervenir. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat et puis j'essaierai de vous y répondre. Merci Jeanne, merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités à participer à ces ateliers de début de mandat. Pour démarrer la présentation, je vais vous proposer quelques éléments en lien avec les enjeux franciliens, les enjeux qui ont été évoqués par Nathalie. On peut effectivement les décliner à l'échelle de l'Île-de-France. Alors, il faut juste que je passe. J'ai un petit souci de passage de slide, de diapo. Excusez-moi, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Il y a un petit temps de latence. Donc, effectivement, si on reprend effectivement l'approche volet atténuation à l'échelle francilienne, aujourd'hui, on peut effectivement constater que les émissions régionales représentent 1% des émissions à l'échelle nationale. On fait le constat aussi que les principaux secteurs contributeurs, c'est le secteur routier et le secteur résidentiel. Et on constate aussi qu'il y a une dépendance structurelle aux énergies fossiles, puisque les 2/3 des consommations d'énergie en Île-de-France sont associées à la consommation d'énergie fossile. Il y a effectivement ce message de dire que finalement le plus facile a été fait dans le sens où la diminution des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle régionale entre 2005 et 2021 de l'ordre de moins de 24% est assez notable, mais elle a pu se réaliser sur des gisements d'économie de sobriété qui ont été nécessaires, notamment au cours de 2022, par des mesures aussi associées à la limitation de vitesse des transports, etc. Et aussi par le fait de la désindustrialisation qu'on a pu connaître au niveau de la région. Donc il y a aussi cette idée de dire maintenant il faut aussi investir des transformations structurelles pour continuer le chemin de la décarbonation. Donc juste voilà, vous donner ces éclairages pour le volet atténuation.
Et sur le volet adaptation, en effet, la région Île-de-France est soumise à différents aléas climatiques, hein, que ce soit les vagues de chaleur, les sécheresses, les pluies extrêmes. Et on vous propose aussi, du coup, les impacts qui sont associés à la survenance de ces événements. Et on a pu qualifier effectivement 3 grandes familles d'enjeux. Une première famille d'enjeux qui est associée à la santé et au cadre de vie des Franciliens. Nathalie a évoqué effectivement les risques sanitaires qui sont associés aux événements extrêmes, vagues de chaleur, canicules. Sur la période 1974-2022, à l'échelle de la région francilienne, ce sont plus de 11 000 décès en excès qui ont pu être constatés pour l'Île-de-France. Concernant le cadre de vie, on peut se référer notamment à l'habitat, aux maisons individuelles des Franciliens. Il y a effectivement un risque diffus sur la région qui concerne le retrait-gonflement des argiles en lien avec des épisodes de sécheresse notamment. Et ce sont 350 000 maisons de plein pied qui sont exposées, donc à un aléa moyen fort par rapport à ce phénomène. Il y a également un deuxième type d'enjeu, famille d'enjeux qui est associé au vivant, à la biodiversité, aux ressources naturelles. Les forêts souffrent en Île-de-France. On a pu faire le constat que 34% des massifs des châtaigneraies sont dépérissants, donc les arbres meurent sur pied, en lien notamment avec un pathogène qui s'appelle l'encre des châtaigniers. Et puis effectivement, l'Île-de-France, depuis 2023, a été déclaré nouveau territoire de feu, donc un risque émergent pour l'Île-de-France qu'il faut aussi aujourd'hui considérer. Et puis, il y a une troisième famille d'enjeux qui va concerner l'économie, le monde économique, les grands services collectifs. Et on a pu faire le constat ces dernières décennies d'impact assez majeur, notamment sur... si on prend la référence de la canicule de 2003, on a pu observer 3 semaines d'interruption du RERD en lien avec la dilatation des rails. Et donc, cela a été assez conséquent sur l'organisation socio-économique des Franciliens dans leurs déplacements. C'est également effectivement des métiers qui vont être exposés à ces phénomènes, notamment les vagues de chaleur. Il y a eu des droits de retrait lors des canicules de 2019 qui ont été posés parce qu'il faisait trop chaud dans les postes. Le conducteur de bus était trop exposé. Également, l'Organisation internationale du travail a établi une baisse de 50% de la productivité des travailleurs dès lors que la température extérieure atteignait 33 ou 34 degrés. Et là, cela concernait des postes plutôt tertiaires, donc sur des métiers qui n'étaient pas forcément exposés à ces événements climatiques. Ayant posé les enjeux, ce qui est intéressant aussi de mettre en visibilité, c'est où on peut justement construire les solutions pour pouvoir faire face et porter ces stratégies d'atténuation et d'adaptation. Et on voulait faire un focus sur les PCAET, sur les plans climat-air-énergie territoriaux, puisqu'ils sont vraiment le symbole des politiques énergie-climat aux échelles locales. En Île-de-France, 59 intercommunalités sont concernées par cette démarche, qui concerne donc les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que cette démarche, elle est aussi en synergie avec d'autres exercices de planification, notamment les SCOT, les PLUI, et qu'elle s'inscrit dans un cadre global de planification qui sont portés à différents niveaux, que ce soit au niveau régional et donc au niveau infra-régionaux. Donc il y a vraiment cette idée de recherche de synergie entre ces exercices de planification. On va dans les prochains développements, on vous propose de faire un focus sur le volet adaptation au changement climatique, parce que on a fait le constat que c'était un peu le parent pauvre des politiques énergie-climat, et ça nous semblait intéressant de revenir plus précisément sur ce volet-là. Dans le cadre d'une étude que nous avons menée en 2021 sur des plans climat qui ont été adoptés à cette date-là, en termes de volume, on a pu faire le constat que 18% des actions relevaient justement de l'adaptation au changement climatique, ce qui semble encore une part modeste par rapport à cette stratégie. On note aussi l'intention de faire les liens entre les démarches plan climat et la planification territoriale, puisque effectivement les SCOT, PLU, c'est justement ces démarches qui vont permettre de matérialiser les actions et les objectifs qui seront portés dans les plans climat. Et ce qu'on note aussi, c'est que la démarche plan climat, elle a
notamment sur le volet adaptation, elle a vraiment besoin de l'implication des communes pour permettre justement la réalisation des actions sur le terrain. Donc, il y a aussi une articulation, une synergie très, très forte, très attendue entre l'échelle intercommunale et les communes. Par rapport à cette part relativement modeste, on a identifié plusieurs facteurs ou plusieurs besoins qui, voilà, effectivement, pourraient expliquer ce volume relativement modeste. Il y a encore des enjeux de sensibilisation, de formation. Il y a aussi des enjeux d'accès à des connaissances facilitées, justement de compréhension des dynamiques qui sont à l'œuvre aux échelles territoriales, et puis effectivement pouvoir faciliter l'accès à de l'ingénierie financière et technique, que ce soit aux échelles locales ou à l'échelle régionale. Il y a aussi peut-être cette idée de travailler sur le changement de paradigme qu'impose aussi le volet d'adaptation, d'être dans des approches plus systémiques et des visions sur le long terme. Je vous propose de décliner, toujours sur cette entrée adaptation, des éléments sur le volet solution, justement. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire comment on va pouvoir faire face à tous ces enjeux, à ces problématiques, en abordant aussi quelques messages clés quand on parle de solutions d'adaptation au changement climatique. Il y a un peu cette idée de dire il faut s'inscrire dans des approches plus transformationnelles. Alors pour expliquer, pour illustrer ce propos, je vous propose des réponses qui sont associées à deux enjeux. Le premier enjeu qui concerne justement les vagues de chaleur et les sécheresses extrêmes. Quand survient un événement canicule, quand survient ce type d'événement, vous avez des actions qui vont être des ajustements en réaction, gestion de crise, mettre à disposition des ventilateurs, des brumisateurs, activer le plan canicule. Et puis petit à petit, il y a aussi l'idée de dire, mais il nous faut aussi des actions qui s'inscrivent de manière structurante et transformationnelle sur le territoire. Et justement, c'est là où notamment les politiques d'aménagement et d'urbanisme ont un rôle à jouer par rapport aux réglementations, au suivi des réglementations thermiques, par rapport aux rénovations globales du bâti, par rapport notamment aussi à l'organisation des modes de travail, etc. Donc, il y a un peu cette idée de dire les actions d'ajustement sont nécessaires, mais ne sont plus suffisantes, et il faut vraiment aussi anticiper et s'inscrire dans des actions plus transformationnelles sur le territoire pour pouvoir absorber justement ces chocs. Une autre illustration qui concerne moins la région Île-de-France, mais qui était intéressante, qui concerne le risque associé à l'érosion du littoral et aux submersions marines. Il y a cette approche incrémentale d'ajustement de dire on va renforcer les protections existantes, on va renforcer les digues qui sont déjà en place, on va opérer des rechargements sédimentaires, donc pour pouvoir gérer le risque à l'instant T. Mais il y a aussi cette idée de dire il faut penser aux stratégies de relocalisation, penser effectivement à un recul stratégique de l'habitat, des activités économiques, et donc de s'inscrire aussi dans cette approche un peu plus transformationnelle. Donc encore une fois, les deux ne s'opposent pas. Elles sont nécessaires, et l'approche incrémentale peut aussi aider à préparer les approches transformationnelles. Toujours dans les approches un peu notions, concepts, quand on parle d'adaptation, on a trois typologies de solutions qui se déclinent. Vous avez effectivement les solutions vertes, qui sont des solutions fondées sur la nature. On va s'appuyer effectivement sur les écosystèmes pour développer des solutions qui permettent de faire face aux impacts climatiques, et typiquement désimperméabiliser, végétaliser les cours d'école s'inscrivent dans ce registre de solutions. Vous avez des solutions grises qui désignent plutôt des réponses de l'ingénierie traditionnelle, comme la rénovation globale du bâti ou du tertiaire, typiquement s'inscrivent dans ce registre de solutions. Et puis, vous avez des solutions douces qui renvoient plutôt à des leviers organisationnels, réglementaires, économiques, et qui, du coup, permettent de compléter effectivement ce registre de solutions. Donc, il y a un peu l'idée de dire qu'il n'y a pas une, mais une pluralité de solutions à déployer sur vos territoires. Chacune va s'inscrire dans des temporalités différentes, et surtout, ce sont des solutions qui doivent répondre à vos enjeux territoriaux. Parce que c'est vrai que quand on parle d'adaptation, eh bien, on est vraiment sur des approches éminemment locales par rapport à des défis qui vous sont spécifiques.
Alors, on vous propose quelques illustrations concrètes pour justement pouvoir se projeter dans l'approche un peu plus opérationnelle. Ici, c'est une action qui est issue du projet, du programme Life Artisan, dont nos collègues de l'Agence régionale biodiversité participent, contribuent. Il s'agit d'un programme qui vise à valoriser les solutions fondées sur la nature. Et ici, vous avez donc un retour d'expérience qui concerne la commune de Brie-sur-Marne et qui a opéré une opération de désimperméabilisation et végétalisation du groupe scolaire Étienne de Silhouette et qui permet justement du coup de répondre à la fois aux questions de problématiques de chaleur, mais aussi de répondre aux problématiques de gestion des eaux pluviales à la parcelle, donc et à des risques d'inondation. Le bilan de l'action montre que 67% de la surface a été désimperméabilisée, 35 arbres ont été plantés et on a pu effectivement, cette opération a permis d'éviter que 960 mètres cubes d'eau pluviale se déversent dans la Marne et contribuent justement à ce risque inondation. Donc on voit une action permet de multiples co-bénéfices. Toujours dans le même registre des solutions fondées sur la nature, il s'agit cette fois de la restauration écologique de l'île de Douvres à Torcy. Il y avait l'idée effectivement de retravailler au cheminement paysager qui relie les villes de Noisiel et de Torcy et de restaurer la continuité écologique avec les bords de Marne. Cette opération permet à la fois de répondre aux enjeux de chaleur en ville et également de répondre à la problématique des inondations. Il y avait du coup qui se matérialise par la restauration, l'aménagement de zones humides. Vous voyez le chiffre de 3800 mètres carrés de zones humides aménagées, et ce qui a permis aussi donc d'absorber cette zone humide joue ce rôle de zone d'expansion de crues et a permis aussi de restaurer et d'améliorer, de préserver la biodiversité qui est associée à ces milieux. Si on passe sur le registre de solutions grises, on vous propose ici un retour d'expérience issu de la ville de Poissy qui a mené un plan spécifique aux écoles qui sont sous leur responsabilité avec un plan ambitieux de protection solaire qui a été donc déployé à l'échelle de 15 écoles de la ville. Donc il s'agit de mettre en place sur les baies vitrées des stores extérieurs motorisés et équipés de toiles à haute performance ainsi que de films anti-chaleur sur les portes. Vous avez le coût associé à l'opération. Et ce qui est intéressant, c'est que des opérations de mesure ont pu être réalisées justement pour évaluer l'efficacité de l'opération et ils ont pu faire le constat lors de fortes chaleurs d'une différence intérieure de température de l'ordre de 10 degrés entre les salles équipées et les salles non équipées justement de ces stores, de cette protection solaire. Sur d'autres registres, vous avez également des solutions, j'ai évoqué tout à l'heure, des solutions douces. Là, on vous propose un retour d'expérience qui est disponible sur la plateforme Adaptaville et qui met en avant l'idée de rendre accessibles des lieux de fraîcheur justement quand survient un événement extrême. Donc, lieux de fraîcheur, ça va être effectivement parc, jardin, ça va être aussi l'aménagement des piscines, des horaires de piscine, des musées, etc. Et ici, le retour d'expérience concerne effectivement un aménagement d'ouverture des horaires des parcs de la ville de Paris avec des parcs qui n'étaient pas forcément ouverts la nuit, notamment en été et notamment en période de canicule, qui sont dorénavant accessibles effectivement aux riverains et qui leur offrent effectivement un lieu de fraîcheur lors de ces événements extrêmes. Cette opération doit être aussi accompagnée de mesures en matière de propreté et de sécurité. Donc, c'est tout un dispositif aussi qui est associé à l'aménagement de ces lieux de fraîcheur. Et un autre registre sur les solutions douces, c'est effectivement d'adapter les modalités et tenue de travail des métiers notamment les plus exposés à la chaleur et aux canicules, notamment dans les collectivités, on pense au service des espaces verts, au service de la voirie. Et donc, c'est de leur assurer effectivement des conditions de travail qui soient acceptables et qui soient le moins impactants pour leur santé. Et donc, il y a un retour d'expérience de la ville de Besançon, également disponible sur la plateforme Adaptaville, qui met en avant différentes mesures adoptées par la ville, notamment des tenues qui soient plus adaptées à la chaleur, aménagement des horaires de travail, adaptation du parc de matériel, etc.
Donc, ok. Donc, en fait, voilà, c'est pour vous donner à voir finalement le registre de solutions qui peuvent être mobilisées pour faire face à ces événements. Et il y a vraiment cette idée, comme Nathalie l'a souligné, d'infuser un peu ce réflexe adaptation par rapport aux politiques qui sont les vôtres, d'avoir ce réflexe de se poser la question comment les actions ou les démarches que je vais développer vont permettre de contribuer sur le volet adaptation et aussi sur le volet atténuation. Très rapidement, un éclairage sur les ressources qui sont disponibles à l'échelle régionale. Sur le volet atténuation, vous avez effectivement le ROSE, qui est un réseau d'observation statistique de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai indiqué les coordonnées des contacts que vous pouvez solliciter et qui, cet observatoire permet de rendre accessibles des données sur l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre avec des outils associés. Et de la même façon, un observatoire tout récent qui a été développé, qui a été en ligne en février dernier, qui est dédié à l'adaptation au changement climatique, qui mobilise les acteurs structurants de l'adaptation en Île-de-France, et notamment le grec francilien est mobilisé pour cet observatoire, et qui vous permet d'accéder là aussi à des informations sur des données sur l'évolution d'aléas climatiques, notamment dans le cadre de la TRAC, à l'échelle de vos communes. Vous avez également des infographies pédagogiques qui revient sur les concepts clés et sur quelques chiffres repères. Et puis, vous avez aussi des fiches acteurs que vous pouvez mobiliser pour vous aider dans vos stratégies d'adaptation. Merci pour votre écoute.